C'est pas qu'on puisse dire que l'Europe du cancer existe. Je pense que tout le monde dans cette salle est conscient que le domaine de la santé est un des domaines où les compétences européennes sont très très limitées. Si on regarde comment l'Europe s'est construite dans ce domaine, on peut dire qu'on a un cadre qui est plus formalisé pour tout ce qui est lié aux menaces sanitaires, comme on l'a vu un peu pendant le Covid avec les achats conjoints de vaccins, on l'a vu aussi avec le pass sanitaire, on l'a vu un peu avec le rôle de l'ECDC comme centre épidémiologique. Et ça, parce qu'il y a une volonté politique de faire quelque chose, parce que les virus ne connaissent pas de frontières, mais dès que ces interdépendances n'existent plus, la volonté politique faiblit. Donc en fait, dans les maladies non contagieuses, on trouve une collaboration qui est beaucoup plus partielle, discontinue dans le temps. Et dans ce constat qu'on pourrait dire un peu, qui n'est pas très encourageant, il faut quand même se rendre compte que le cancer est le domaine, avec les maladies rares, sur lesquelles le consensus européen comme priorité politique est le plus fort. On a eu des plans cancer, qui ont donné des résultats, comme par exemple la législation tabac. Elle est sortie du plan cancer précédent. On a eu aussi les premières recommandations sur le dépistage ont été très très structurantes pour un certain nombre de pays qui n'avaient pas des programmes de dépistage. Donc il y a quand même eu des opérations qui ont fonctionné. Et maintenant, avec le plan cancer actuel de la commission von der Leyen, eh bien, il y a effectivement une volonté, enfin, il y a une reconnaissance politique du fait que le cancer est un problème à l'échelle de la société européenne, parce qu'on est, avec une population vieillissante, on est finalement une population qui est plus exposée au cancer que d'autres régions du monde. On est 10% de la population mondiale et on est 25% des cas de cancer. Et donc, il y a un problème européen. L'accessibilité en Europe est plutôt concertée. En revanche, l'accessibilité au marché l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que pour négocier le remboursement, vous allez devoir faire un dossier unique pour l'ensemble des 28 pays européens, mais vous allez devoir le négocier pays par pays, où chacun a sa règle qui est toujours différente et des délais très différents. Pour des raisons de concertation européenne, de difficultés et de chacun des particularités, et ben en fait, les startups et les entreprises, je laisserai Christian développer ça, vont faire le choix de l'Amérique et du coup, c'est les Américains qui vont en profiter en premier. Le résultat, c'est quoi? C'est que les entreprises de biotech françaises naissent, on est la Startup Nations, mais qu'ensuite, ces entreprises ont deux choix. Soit se vendre à des grands groupes, la plupart des acheteurs sont quand même américains ou parfois suisses et plus rarement français, soit aller se coter sur le Nasdaq. Se coter sur le Nasdaq, ça veut dire que très vite, on déplace le tropisme vers les États-Unis. Le management, on se dit, ce directeur général qui a un drôle d'accent, on va peut-être le remplacer par un directeur général bostonien qui parle un bon américain. Le conseil d'administration change, l'actionnariat change, on regarde un peu de recherche en France pour avoir un peu de crédit impôt recherche. Et donc, malheureusement, ces deux choix conduisent à la perte pour la France et pour l'Europe de leurs meilleures start-up. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que la situation relative de l'Europe par rapport aux États-Unis s'est dégradée. C'est dégradé dans le sens où l'Europe, très récemment, est devenue moins attractive pour la recherche, moins attractive pour les essais cliniques. Elle est moins prête à l'investissement numérique dans le domaine de la santé que les États-Unis. Et donc ça, c'est en train de produire un décalage qui est inquiétant. Mais autrement, dans l'absolu, bien sûr, les États-Unis sont partout, sont leaders d'un point de vue recherche et technologie, mais ce qui est créé en Europe ne part jamais définitivement. Sur une analyse scientifique, clinique du rôle de l'innovation, il y a des accords qui sont en train d'être montés pour mettre en commun les approches. Donc il ne faut pas désespérer. C'est très long, je suis d'accord. Mais il y a une bonne identification de ce qu'il y a à faire. Et avec l'aide des professionnels, avec un certain engagement du Parlement européen, on a dominé un certain nombre de réticences politiques des gouvernements nationaux. Ouais, le Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est une super initiative prise par 5 fondateurs, dont Sanofi fait partie, donc Gustave Roussy fait partie, aux côtés de l'Université Paris-Saclay, de l'Institut Polytechnique et de l'INSERM.
Le but, c'est de faire un campus autour de cet hôpital incroyable qui est Gustave Roussy, plus de 500 essais cliniques. Tout part de l'hôpital, tout revient à l'hôpital. Et nous, on est une association actuellement, on va peut-être se transformer en fondation, on va offrir différents services pour, après un diagnostic, pour aider les startups à innover. Alors pourquoi les startups ? Simplement parce qu'on a regardé sur ces 5 dernières années, sur les 30 molécules d'oncologie qui ont été approuvées au niveau de la FDA, il y en a plus de la moitié, on a pu le chiffrer, plus de la moitié qui viennent de start-up. Donc les start-up jouent un rôle clé et souvent le chiffre communément admis, c'est entre 70 et 80% de nouvelles thérapeutiques qui sont amenées par les start-up. Donc, et si on a une excellente recherche académique en France, on voit que le nombre de start-up créées par rapport au nombre de publications n'est pas du tout le même que dans d'autres pays européens ou qu'aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de fournir un petit peu tous les services là dont ont manqué les startups. C'est la première fois qu'on concentre et qu'on dit on va mettre 100 millions à un endroit, on va y attirer les industriels, les talents, on va essayer de les concentrer et on va voir ce que ça produit. Par exemple, on a demandé à nos camarades académiques de Gustave Roussy ou de l'Université Paris-Saclay d'apporter en contribution, non pas en numéraire, mais en temps de leurs experts, par exemple. On a demandé à Gustave Roussy de s'engager à ce que leurs Nobelisable, ils en ont quasiment à chaque étage, acceptent de donner du temps, comme ils le font au MIT, pour travailler dans des startups qu'ils n'auraient pas forcément créées, dans des modèles collaboratifs. On a demandé à Paris-Saclay de mettre à dispo, alors ils ont des centaines de modules de formation, on a dit, et si on essayait de créer des parcours pour permettre à des académiques de devenir entrepreneurs et créer des startups, et à des gens qui sont des entrepreneurs de comprendre l'oncologie pour travailler avec eux, et de s'assurer qu'ils vont se croiser. Faire tomber des barrières réglementaires et favoriser les collaborations. Je crois que l'accélération, aujourd'hui, elle naît vraiment du fait qu'on met ensemble des gens avec des profils très différents. Et notre expertise devient incroyablement utile à ces jeunes qui, eux, amènent une énergie ou une curiosité que peut-être on avait un peu perdue. On n'a pas eu le temps de parler de prévention, mais on a fait des progrès pour le cancer du sein, pour ce cancer du côlon avec la coloscopie, mais je vous cite le cancer du pancréas qui tue énormément parce que le diagnostic est fait la plupart du temps trop tardivement. Pourtant, on a des technologies d'imagerie, d'intelligence artificielle qui pourraient permettre de dépister un cancer du pancréas quand on peut faire une exérèse chirurgicale précoce. Donc, les politiques de santé en prévention méritent d'être améliorées. Pour moi, ce qui est important, c'est d'affronter la question de l'inégalité face au cancer. Et de ce point de vue-là, la mise en réseau de toutes les institutions qui s'occupent du dépistage, du traitement clinique du cancer au niveau européen est important. Il va y avoir un réseau des centres nationaux du cancer. Il y a tout ce travail sur l'assurance de qualité pour le dépistage, qui sont des choses qui sont en train de se passer au niveau européen et qui, à mon avis, vont bénéficier à l'ensemble de la population européenne. C'est vrai, parce que le dépistage, c'est quand même quelque chose qui ne coûte proportionnellement pas très cher et qui rapporte beaucoup quand même. Voilà, et on a des écarts sur les taux de couverture du dépistage qui varient entre les pays entre 5 et 90%. Donc c'est énorme en fait. Et là, on peut agir au niveau européen financièrement, mais aussi en ayant un accord sur les benchmarks en fait. Et c'est des domaines dans lesquels on a déjà progressé. Donc pour moi, ça c'est un élément très important de ce que devrait apporter le plan cancer européen à l'heure actuelle. J'espère que, voilà, je croise les doigts. L'autre aspect, où je pense que le niveau européen est le bon niveau pour agir, c'est effectivement le domaine des données, parce qu'on a des règles de traitement des données personnelles qui sont spécifiques à l'Europe, et donc s'assurer qu'on peut consolider les données de santé pour les rendre disponibles pour la recherche, c'est fondamental. Effectivement, les données ne sont pas structurées d'un pays à l'autre, mais elles ne sont pas structurées de la même façon d'un hôpital à l'autre. Il n'y a pas le travail, donc le PCC, on va investir 30 millions d'euros à peu près sur le sujet pour justement structurer la donnée de santé. Et alors, structurer la donnée de santé, ça veut dire quoi? Ça va être capable de se dire, finalement, dans les patients qui ont eu un cancer de poumon, qui ont développé une résistance à tel traitement,
qu'est-ce que j'ai comme échantillon et qu'est-ce que je suis capable de regarder justement sur ce type de cancer qui est commun et que je pourrais essayer de cibler pour avoir une nouvelle thérapeutique. Ça, actuellement, si je fais cette requête-là dans un hôpital, il faut que je la rédige dans un autre langage, dans un autre hôpital pour avoir une réponse et avoir un panel de patients. Je crois que l'objectif, c'est d'accéder au rêve de tous les chercheurs. C'est que le gars, il se réveille le matin, il se pose une question et potentiellement, il a accès à une base ou à des bases qui vont lui permettre de trouver avec qui il faudrait qu'il travaille pour essayer d'approcher la réponse. Donc c'est vraiment ça l'idée de mettre tous ces supports en commun dans des formats qui soient compatibles pour que les requêtes qui sont faites, notamment par des industriels ou par des chercheurs académiques, soient simples et répétitives.